Bienvenue dans Le Plus d'éléments, une émission du magazine des idées pour la civilisation européenne. Tous les 2 mois, les rédacteurs de la revue, à l'occasion de la sortie de leur revue en kiosque, vous proposeront des coups de gueule, des coups de griffe, des chroniques littéraires, des évocations de personnages ou de pensées méconnues par les grands médias, et de quoi résister en quelque sorte à la bien-pensance et au système à tuer les peuples, comme disait l'autre. Pour cette première, j'ai le plaisir de recevoir François Bousquet, rédacteur en chef adjoint d'Éléments. Bonjour François. Thibaut Isabelle. Bonjour. Thibaut Isabelle, rédacteur en chef, collaborateur d'Éléments, auteur et rédacteur en chef de la revue Crisis. Oui, collaborateur d'Éléments, rédacteur en chef de Crisis. De Crisis, faut préciser. Christophe André Maxime, chroniqueur littéraire, qui nous parlera d'un écrivain, mais je parlais d'écrivain méconnu, qui nous parlera d'un écrivain injustement méconnu. Et Ludovic Maubreuil, pour la première fois, je crois, sur les plateaux de TV Liberté, qui est un peu le monsieur cinéma d'Éléments, le chroniqueur cinéma d'Éléments. Alors, à l'occasion de la sortie de notre dernier numéro, je crois que c'est le 166. C'est exact. François, vous avez consacré une aux Insoumises, les Insoumises contre la pensée unique. Est-ce que vous pourriez nous en parler? Ce sont de jeunes femmes, je crois, qui pensent un petit peu à rebours de la doxa. C'est exact, oui. On constate depuis une dizaine d'années un foisonnement de jeunes intellectuels, de jeunes philosophes, de jeunes essayistes, qui ne se reconnaissent plus du tout dans la mystique du progrès, qui sont même très critiques à l'endroit du progrès, et qui sont peu ou prou conservateurs. Et ce monde-là décide un archipel du conservatisme. Et quand on le regarde de près, cet archipel, on se rend compte qu'il y a une surreprésentation de femmes. Et on s'intéressait d'un peu plus près donc à ces insoumises, en marche en quelque sorte. On a pris le prétexte, c'est du dernier livre de la philosophe Bérénice Levé, Le crépuscule des idoles progressistes, pour monter un dossier et surtout monter un débat avec des interviews autour de personnalités, de philosophes, donc les déclinaisons féminines du conservatisme. Et je crois que c'est la première fois, c'est le 166e numéro, comme vous l'évoquiez, et je crois que c'est la première fois qu'on a un plateau aussi prestigieux, aussi riche d'invités. En l'occurrence, Marion Maréchal Le Pen, dans un entretien fleuve, dense, long, où elle nous explique... C'est exclusif d'ailleurs cet entretien. On peut dire qu'il est exclusif en ce sens qu'elle va vraiment au fond des choses et elle explique pourquoi, outre les questions familiales, elle va quitter la politique, mais pas le combat culturel, mais également Natacha Polony, qui nous a donné un entretien, donc on ne la présente pas, mais aussi Ingrid Ducreux, qui vient de sortir, qui a sorti il y a 2 ans La langue des médias, qui je trouve, moi, est le livre, un des meilleurs livres jamais consacrés au décryptage du discours médiatique, mais aussi Eugénie Bastier, la Benjamine de l'Assemblée, journaliste au Figaro, rédactrice en chef de la revue Limite, née dans le sillage de la Manif pour tous, mais encore la romancière Solange Bier-Charton. Donc on a réuni tous ces gens-là pour les faire débattre et parler de ce conservatisme. J'ai toujours en tête le titre du livre de Jean-Paul Bessé, Comment ne plus être progressiste sans devenir réactionnaire. Bessé était évidemment un trotskiste, donc on ne va pas demander à un trotskiste de devenir conservateur et encore moins réactionnaire. Mais les femmes que nous avons interviewées, si réactionnaires en aucun cas, mais conservatrices, oui, les unes se réclament de Michéa, d'Orwell, donc d'un anarcho-conservatisme au fond, plutôt à gauche, et les autres de la pensée chrétienne, Bernanos, Thibon, plutôt à droite. Et toutes ces personnalités féminines ont en commun d'avoir 25, 30, 40, 35 ans, donc elles sont vraiment très jeunes. Elles se reconnaissent dans quelques aînés, une poignée d'aînés au fond, Elisabeth Lévy évidemment, mais aussi Muret, Finkielkraut, Houellebecq. Et elles sont hostiles à la phraséologie féministe, à la phraséologie émancipatrice du féminisme. Pour autant, elles sont émancipées de la doxa, de la bien-pensance, des pensées toutes faites et des pseudo-évidences passives. Et il me semble que le débat qu'on a pu monter éclaire d'un jour nouveau, dessine les contours. Ces contours sont un peu imprécis, je l'accorde, d'une famille de pensée qui est encore informelle, mais qui n'est pas sans rappeler, parce qu'elles sont ni libérales ni libertaires, ce qu'ont été les non-conformistes dans les années 30. Et c'est un retour du conservatisme que l'élection de Macron peut démentir, mais je ne le crois pas. J'aime beaucoup le titre du politologue Gaël Bustier à propos de la Manif pour tous, qui est un mai 68 conservateur. Je crois qu'on assiste, en tout cas dans le champ intellectuel, à un mai 68 conservateur, et c'est tout l'objectif et tout l'enjeu du dossier de le montrer. Alors ajoutons d'ailleurs que quand nos lecteurs liront les entretiens avec ces 4 jeunes femmes, elles insistent aussi sur le fait que leur conservatisme est lié à leur féminité. Mais nous allons, je crois, passer à un autre sujet maintenant, cher François Bousquet, pas si éloigné d'ailleurs, parce qu'il y a peut-être chez le cinéaste dont vous allez parler, une critique aussi de la modernité. Vous avez consacré, dans le dernier numéro d'Éléments, un article
à Jean-François Davy, qui vient de sortir un film qui s'appelle Vive la crise, donc le titre est presque d'actualité, qui est une sorte de dérive de deux marginaux. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, nous présenter Jean-François Davy et nous dire en quoi cet auteur, parce que votre article est intitulé un cinéaste populiste. C'est vrai, on s'est intéressé donc à ce film atypique, insolite, qui contredit complètement les canons en vigueur dans la comédie d'aujourd'hui. C'est une fable sociale, futuriste, avec des clochards célestes, avec des chauffeurs de bus dépressifs, des chômeurs en colère. Des politiciens hâbleurs, comme ce président de la République qui préfigure Macron, enfin qui le préfigure parce que le film a été écrit il y a 2 ans et tourné l'an passé. Et c'est un film qui est sincère, parfois brillant et bancal. C'est un film à la fois maladroit et ambitieux, et complètement à l'inverse de tous ces films hypocrites qui retombent toujours sur leurs pattes. Et c'est pour ça qu'il faut le voir, et c'est pour ça qu'on en parle dans le numéro. Oui, c'est un film populiste, mais au meilleur sens du terme, avec toute une série de déclassés magnifiques qui en remontrent à l'élite. C'est un film d'anarchistes de droite ou de gauche, c'est selon, et c'est d'ailleurs la question qu'on lui a posée dans l'entretien. Où son film se situe-t-il politiquement? Est-ce que le clivage droite-gauche est pertinent en matière cinématographique? Enfin, voilà, le film est récent, puisque je dis, il est sorti le 10 mai. C'est ça. Il est en salle, donc on encourage évidemment nos téléspectateurs à aller voir ce film de Jean-François Davy. Vous pouvez rappeler juste les acteurs qui participent? Oui, il y a Jean-Claude Dreyfus, qui est ce fameux clochard haut en couleur. Il y a Bigard, il y a toute une série d'autres acteurs peut-être moins connus. Il y a Dominique Pinon également. Et puis à côté de l'entretien, voilà, on s'intéresse au thème, au style de Jean-François Davy, qui est surtout connu pour ses comédies érotiques des années 70, ses documentaires comme Exhibition, mais qui est un véritable auteur en fait, et qui a fait toute une série de films un peu aussi singuliers que Vive la crise, avec souvent comme ça toute une série d'amis qui essayent d'élaborer des contre-feux face à l'horreur contemporaine. Voilà. C'est souvent qui évoque un altermonde, moi ça m'a marqué dans votre entretien, un altermonde libertaire. D'ailleurs, ça nous fait penser peut-être un petit peu au monde d'Olivier Molin, d'après comme vous le décrivez. Oui, il y a bien des liens avec, c'est vrai. Voilà. Donc, il faut encourager, je crois, nos téléspectateurs à aller voir le film de Jean-François Davy et à lire l'article aussi, qui n'est pas seulement sur le film de Ludovic Moisbreuil, puisque vous présentez, vous présentez l'œuvre de Jean-François Davy et son esthétique bancale, en quelque sorte. Et ça me permet de rebondir, mon cher, à moins que vous n'ayez peut-être quelque chose à ajouter, mais ça me permet de rebondir et de me tourner vers notre camarade Christophe André Maxime, qui a parlé d'un grand bancal de la littérature française. Enfin, quelqu'un qui s'appelle... Rappelez. Il s'agit de Georges Hyvernaud. Voilà. Georges Hyvernaud, merci Olivier. Alors je suis dans un domaine un petit peu plus inactuel. Il faut absolument que tout le monde lise Georges Hyvernaud. Je répète bien Hyvernaud comme hiver et No comme no. Alors c'est comme Maître No. Comment ? Hyvernaud. Il faut que nos téléspectateurs se mettent ça dans la tête. Il a fait 2 livres en fait. Donc La peau et les os, qui est un tout petit bijou, et le dernier, si on veut, même s'il y a eu d'autres publications, qui s'appelle Le wagon à vache. Alors Georges Hyvernaud, c'est un écrivain qui était quasiment oublié de son vivant, et il a été maudit presque par inadvertance. Alors c'est pas maudit dans le sens sulfureux, puisque politiquement c'est quelqu'un qui est un Charentais très Troisième République. Il a adhéré d'ailleurs à l'association des écrivains antifascistes. C'est un pur produit de la Troisième République. Populaire, ouvrier, et ce qui est décisif dans sa vie, et dont parle La peau et les os, c'est qu'il a été prisonnier de guerre en Poméranie, en Pologne, et ça l'a considérablement marqué. Il a fait non pas un roman, mais un mélange de roman et de récit, qui est stupéfiant de violence et de tendresse à la fois. Il raconte sa vie de captivité. La peau et les os, le sous-titre est les souffrances de la captivité, et ce qu'il décrit n'est pas tant la misère ordinaire de la guerre, des souffrances, c'est tout simplement son horreur de la promiscuité, de la médiocrité des proches. On est chez Georges Hyvernaud, on n'est pas très loin de Céline, il y a des accents céliniens très forts, on n'est pas loin de Sioran, on a l'impression d'être
aussi un peu dans Camus, dans son rapport étranger au monde, mais un Camus, un Suran, un Céline un peu sous sédatif, à la fois calmé et exalté. Et par ailleurs, dans ces deux livres principaux, je répète, La peau et les os, Petit bijou, il y a aussi tout simplement une drôlerie et une méchanceté exceptionnelle. Je pense par exemple à certains jeux de massacre sur des grandes figures comme Duhamel. Duhamel, précisons qu'il s'agit de Georges Duhamel. De Georges Duhamel, voilà. L'un des passages les plus célèbres de ce petit bouquin, La peau et les os, ça fera pas plaisir à tout le monde ici, notamment pas à vous, Olivier, puisqu'il est... Il s'agit de Charles Péguy que nous aimons tant, et il y a donc sur quelques pages un chapitre qui s'appelle Leur cher Péguy. Leur Péguy. Oui. Leur cher Péguy, qui apparaît comme une dénonciation ironique des gens bien qui aiment Péguy, le socialiste, le héros. Et en fait, c'est un jeu de massacre contre Péguy qui est extrêmement réjouissant, même si ça nous fait un peu de peine. Contre une certaine forme de Péguy aussi, tel qu'il était défendu contre une espèce d'héroïsme factice, la résistance. Et un peu de sophisme aussi de la part de Péguy, de son style qu'il estime un peu lourd. Voilà, donc Georges Verneau, fils de couturière, n'a pas beaucoup d'amis pour le rejeton de la rempailleuse de chaises. Voilà. Et il y a aussi dans ces deux livres, La peau et les os et Le vacon à vache, une grosse satire c'est publié dans les années 40, une grosse satire de la résistance, du gaullisme, voilà. Et Georges Verneau est quelqu'un qui était un prof, en fait, c'était un prof de lettres. Il a rencontré un succès qui a été mitigé, même s'il était soutenu par Sartre, Sandrard ou même Raymond Guérin, Raymond Guérin, qui est le préfacier d'ailleurs de La peau et les os. Et en fait, c'est quelqu'un qui, à la fois par mauvaise humeur et par une espèce de désespoir calme, il a abandonné. Il a arrêté de publier. Il est devenu enseignant, dans un style à la fois charentais, de mauvaise humeur et d'élégance. Donc, et on peut peut-être le rattacher à toute une tradition, une veine d'écrivains populistes, oubliés aujourd'hui, ou trop méconnu, qui incarne cette forme populaire de la littérature française. Oui, absolument, parce que c'est une écriture qui est très précise, très clinique, mais à la fois c'est un langage parlé, alors qui est extrêmement construit, il y a des personnages, mais c'est un langage très direct, d'une drôlerie et d'une noirceur exceptionnelle. Il faut que tout le monde lise Georges Verneau, je me répète, et notre article, on l'a appelé ça l'ivrogne et l'emmerdeur, non pas tant qu'il fut un grand soulard, ni même un casse-pied, mais je crois que Georges Verneau, effectivement, a considérablement dérangé son époque. Alors, lisez Georges Verneau, que vous pouvez trouver en poche. Et je le rappelle, chez lisez Pocket. l'article de Christophe-André Maxime dans le dernier numéro d'Éléments. Je me tourne vers un autre collaborateur d'Éléments, mon cher Thibaut Isabelle. Alors là, on est très loin, et d'Hiverno et de Jean-François Davy, mais même c'est le principe d'Éléments. C'est le principe d'Éléments, puisque Éléments est une revue qui aime passer d'un sujet à l'autre, mais tout en les traitant bien. Vous consacrez un article au Michel Onfray proudhonien. Oui. Alors dites-nous, parce que c'est vrai que Michel Onfray est connu et incarne une forme d'une gauche qui avait un petit peu disparu, une sensibilité qui avait un peu disparu du débat public. En quelque sorte. Oui, ça fait de nombreuses années en fait que Michel Onfray défend la pensée proudhonienne, mais il le fait ces derniers temps d'une manière vraiment explicite, parce que Michel Onfray prend conscience de plus en plus, et comme beaucoup de Français à vrai dire, de l'impasse démocratique dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Clairement, il y a une crise de la représentation démocratique qui est liée à la vie politique, mais qui est aussi liée à la vie médiatique. Onfray dénonce la chape de plomb des médias, en quelque sorte, qui fait qu'on ne peut plus s'exprimer dans les médias qu'en défendant les idées autorisées, ou alors si on défend les idées qui ne sont pas autorisées, comme il le fait lui, on doit en permanence accepter d'être soumis à polémiques, à questions, à invectives. Donc il y a deux types d'intellectuels, les deux sont représentés dans les médias, ceux qui représentent le système et ceux qui s'y opposent, mais quand on s'y oppose, on est systématiquement caricaturé. Michel Onfray en a assez de ça, il veut un renouveau de la vie démocratique et de la vie médiatique, et donc il en appelle à un socialisme à l'ancienne, pas le socialisme qu'on a connu ces 50 dernières années, mais celui du 19e siècle, le socialisme de Proudhon, c'est-à-dire le moment où les citoyens voulaient reprendre en main leur destin, à travers notamment le monde associatif et ce qu'on appellerait aujourd'hui des médias alternatifs. Ça existait déjà en quelque sorte au 19e siècle sous d'autres formes. Et puis maintenant, c'est l'Internet, par exemple, qui permet ça. Michel Onfray a créé une université populaire, il a créé une web TV.
Et le but de toutes ces entreprises associatives, c'est de s'affranchir du carcan politicien et du carcan médiatique pour renouveler non seulement la vie politique, mais au-delà de ça, la vie culturelle et la vie intellectuelle française. Très bien, et de redonner peut-être la parole à ceux d'en bas. À ceux d'en bas, exactement. Voilà. Alors maintenant, nous allons passer, mes chers amis, à un moment que je crois nous allons un petit peu nous défouler en quelque sorte, en donnant à nos chers téléspectateurs nos coups de cœur et nos coups de gueule. Alors on va commencer par un coup de gueule, cher François Bousquet, je vous laisse la parole. Le coup de gueule, c'est Christine Angot, l'inceste, mais c'est plus globalement Christine Angot. Les Français ont découvert ce personnage lors du fameux débat avec François Fillon, lorsque Léa Salamé et David Pujadas ont fait de Angot l'invité mystère de leur émission. C'est un peu l'invité mystère, c'est la pochette surprise qui explose au visage de l'invité, en l'occurrence François Fillon. Et là, pour le coup, hargneuse la pochette surprise. Hein. On était revenu aux riches de la terreur quand les tricoteuses électrisaient les tribunaux révolutionnaires. Hein. Bref, c'était une sorcière, moitié commère, moitié mégère, hein, et qui évoquait les cas d'hystérie que le bon docteur Charcot étudiait à la fin du 19e siècle. Hein. Car ici, tout tourne autour du vagin. Sauf quand il est question de son ex. Son ex, c'est le si bien nommé docteur gynéco, enfin, le doc gynéco, pardon, qui lui a ouvert des nouvelles pistes d'accès au plaisir à travers d'autres muqueuses que l'obsession centrale de Madame Angot. Angot, au fond, c'est un cas de littérature neurodégénérative. Hein. Vous savez, le syndrome de la vache folle, hein, eh bien, c'est un peu ça. C'est comme si elle était affectée d'encéphalopathie spongiforme. Hein. À côté de ces romans, ceux de Marguerite Duras font penser à la Marquise de Sévigné, donc c'est vous dire le niveau de langage et de style. Hein. Et c'est un auteur qui s'est spécialisé dans l'autofiction. Alors l'autofiction, contrairement à ce qu'on croit, c'est une chose assez ancienne. La recherche du temps perdu de Marcel Proust, c'est l'autofiction avec du génie. Chez Angot, il n'y a absolument aucun génie, mais pour autant, il y a de l'autofiction. Et l'autofiction, c'est quoi chez Angot ? C'est une forme d'onanisme de femme frigide. Hein. Elle n'arrive pas, le drame d'Angot, c'est qu'elle n'arrive pas à jouir. Or, l'écrivain, c'est celui qui fait jouir la langue. Hein. Et là, il n'y a pas d'orgasme, rien, nada, nothing, nihil. Hein. Et au fond, Angot, c'est l'accouplement bâtard hein, de degré zéro du style hein, et du stade anal de la littérature. Bref, en un mot, poubelle sans hésiter. Et pour ceux qui en ont un sani-broyeur, adieu Christine. Hein. Alors maintenant, nous allons peut-être passer à quelque chose de plus émouvant et qui va... Enfin, moi qui m'émeut particulièrement, cher Christophe, c'est ton coup de cœur. Oui, Olivier, alors là, je suis extrêmement gêné, je suis extrêmement embarrassé de passer après François et son déferlement brillantissime, extrêmement triste pour moi. Je voudrais parler d'une autre figure féminine qui provoque chez moi beaucoup de tendresse. Olivier, il ne s'agit pas d'un coup de cœur, il s'agit littéralement d'un coup du cœur, puisque je voudrais parler de la merveilleuse et tendre Nathalie Arthaud, pas la navigatrice, mais la candidate au présidentiel lutte ouvrière. Écoutez, elle est adorable, elle est sexy, gracile, on a envie de... Alors, effectivement, dans un style un peu énervé et un peu mégère trotskiste, c'est vrai, on aura envie de la câliner et de la calmer. Elle est tellement émouvante, cette fille de garagiste agrégée d'économie. Écoute, Nathalie, toi et ton look de garçonne, gracile, adorable, écoute, viens vers nous, Nat. Nous pensons à peu près les mêmes choses que ta secte trotskiste sur beaucoup de sujets, hormis peut-être l'internationalisme et les flux migratoires. Mais écoute, Nat, viens avec nous. Nat, c'est Kiss. C'est Kiss for a Love. Nat. Bon. Je ne ferai aucun commentaire sur votre coup de cœur, cher Christophe. Encore un autre coup de cœur. Et alors là, nous parlons enfin de cinéma. Toujours un peu de cinéma avec Ludovic Maubreuil. Quel est votre livre ? Je vois que vous avez un livre sur la table. Présentez-le. Quelques minutes. C'est le dernier livre de Richard Millet, hein, qui vient de sortir aux éditions Léo Cher, dont le titre même est tout un programme pour Bernard Ménez. C'est un petit livre de moins de 100 pages et qui, à travers donc la nature et les rôles de ce comédien populaire, Bernard Ménez, dresse en fait le réquisitoire de l'époque, nous parle du déclin du cinéma français, nous parle de la différence entre le rire des honnêtes gens et le ricanement moderne, nous parle des rapports entre acteurs et écrivains, nous parle de toute une série de désastres en cours, et il le fait un peu comme dans le corps politique de Gérard Depardieu, hein, son autre livre tout aussi brillant sur un acteur. C'est sa façon, voilà, de nous parler du déclin occidental. Juste un
mini-passage pour peut-être donner envie de lire ce livre. Bernard Ménez est seul entre le Grand Dadais et le roublard Scapin, un Gilles de Watteau en plus léger, plus fluide. Étant lui-même, simplement et sincèrement, Ménez est, à sa façon, une incarnation légère et traditionnelle de la France. Voilà, donc un petit livre qui dit beaucoup de grandes choses pour Bernard Ménez. Merci de Richard Millet. Merci Ludovic. Je vais me tourner pour conclure encore par un coup de cœur, décidément, après le déferlement de haine contre Christine Angot de notre ami François Bosquet. Il faut avoir des coups de cœur. Alors, rien que cela. Il est pour ce livre, Vers un écologisme chrétien, de Frédéric Dufoin. C'est un livre sur l'écologisme chrétien tel qu'il renaît ces dernières années, mais tel qu'il existe en réalité depuis très longtemps. On pourrait même remonter à saint François d'Assise. Moi, je ne suis pas chrétien, mais je me réjouis qu'il y ait dans le christianisme un retour à cette tradition de pensée qui est aux sources du christianisme médiéval, et je crois même que ça correspond au christianisme des origines, qui avait une véritable composante socialiste en quelque sorte, parce que c'est un christianisme qui renoue avec une pensée de la terre et avec une pensée des hommes. Nous avons besoin de ça, à la fois pour la composante proprement écologique de cette tradition de pensée, mais aussi parce que ça fait exploser une bonne partie des clivages contemporains. Il y a beaucoup de clivages un peu absurdes aujourd'hui, et on voit bien qu'on peut voir émerger dans cette tradition religieuse des préoccupations politiques qui sont au-delà de la gauche et de la droite. Merci, cher Thibaut Isabelle. Donc, je rappelle le livre de Frédéric Dufoin, Vers un écologisme chrétien, aux éditions Mediaspol, de Lanza del Vasto au pape François. On est très loin du personnage duquel je vais parler aujourd'hui, enfin des personnages, des gens qui soutiennent ce personnage qui est aujourd'hui à la présidence de la République, puisque mon coup de gueule, ce n'est pas le président de la République, Macron lui-même, mais les gens qui ont voté pour lui. Et les gens que j'ai vus assembler à la Concorde et puis au Louvre maintenant, bon, je dois avouer que j'ai découvert une France qui m'effrayait. Une France avec des visages que je ne vois pas dans la rue, des visages de mutants. Étaient-ce des robots? Étaient-ce des poupées? De quel laboratoire sortaient-ils? Donc je me suis dit, c'est ce que j'ai dit à mon épouse, il faut que je m'intègre quand même à cette France, parce que je sais que un président de la République, ça a du pouvoir. Et donc j'ai décidé, un petit peu comme on communie en quelque sorte à Macron, d'avaler, de manger son bulletin, en me disant peut-être qu'il me faut que Macron rentre dans mon corps. Et donc voilà, je vais manger ce bulletin de Macron. C'est courageux. Ouais. Mais c'est vraiment immangeable. Donc c'est malheureusement, je crois d'ailleurs que tous les bulletins de vote, beaucoup de bulletins de vote, en général, je suis assez peu partisan de la démocratie représentative. Je suis plus partisan de la démocratie directe. Donc voilà, décidément, je crois que je vais plus voter. Quoi. C'est immangeable. Je n'arrive pas à devenir macronien, ni quoi que ce soit d'autre d'ailleurs. Macrophage, ouais. Mais j'ai essayé d'être macrophage. Voilà, écoutez, merci d'avoir été présent ici pour cette émission, mais l'émission n'est pas terminée, puisque maintenant, je me tourne à nouveau vers Thibaut Isabelle pour parler du livre que vous venez de faire paraître aux éditions Autrement, avec une préface de Michel Onfray, qui s'appelle Pierre-Joseph Poudron ou l'anarchie sans le désordre. Alors, moi, la première question que j'aimerais vous poser, Thibaut Isabelle, Proudhon est mort, je crois, vers 1860, dans ces années-là. 65. Donc ça fait presque plus de 150 ans. Quelle idée de parler d'un vieux penseur socialiste comme ça. En quoi est-ce important de parler de Proudhon aujourd'hui? C'est pas un peu ringard? Non, au contraire, en réalité. La vérité, c'est que la vie politique française et même européenne a été structurée pendant tout le XXe siècle par une lutte entre le libéralisme et le communisme, en réalité. Il y avait le bloc de l'Ouest et le bloc de l'Est. Depuis l'effondrement du mur de Berlin, le communisme lui-même s'est effondré d'un point de vue idéologique. Il ne reste plus que le libéralisme, mais on sent bien que ce néolibéralisme ne suscite pas une véritable adhésion du public. Beaucoup de personnes n'adhèrent pas à ce système de pensée et sont tout simplement laissées sur le carreau. Donc,
la jeunesse aujourd'hui cherche des alternatives, une troisième voie en quelque sorte, qui permettent de lutter contre le libéralisme sans tomber dans le communisme. Et c'est pourquoi je suis convaincu que nous avons besoin d'un retour aux sources de la pensée socialiste, à ce socialisme du début du 19e siècle, à l'époque où c'est Pierre-Joseph Proudhon qui dominait la nébuleuse socialiste, et non pas Karl Marx, qui était même l'adversaire numéro 1 de Pierre-Joseph Proudhon. Justement, est-ce que vous pourriez, pour nos téléspectateurs, rappeler les différences essentielles entre la pensée marxiste et la pensée proudhonienne? La pensée de Karl Marx, c'est une pensée qui est fondée sur la collectivisation des moyens de production. Alors, le principe de Marx, c'est les gens doivent mettre en commun leur travail, on met en commun les fruits du travail et on les répartit égalitairement au sein de la population. Ça a donné sous une forme atténuée la social-démocratie, c'est-à-dire les gens travaillent, l'État bureaucratique prélève des impôts et ensuite répartit le fruit de ces impôts entre la population d'une manière égalitaire. Le proudhonisme, c'était tout à fait différent, c'était une idéologie qui défendait l'autonomie individuelle et l'autonomie des groupes. Donc, Proudhon avait horreur de l'État bureaucratique, il ne voulait pas prélever des impôts pour redistribuer les ressources, il voulait au contraire favoriser les travailleurs indépendants. Il voulait favoriser le petit commerçant contre la grande corporation internationale, il voulait favoriser le petit artisan contre la grande usine délocalisée, et il voulait favoriser le petit paysan contre la grande agriculture intensive. Donc en fait, il ne voulait pas répartir les richesses, il voulait mieux répartir le travail, Proudhon. Et ça donnait une logique totalement différente, non pas une logique bureaucratique, mais une logique associative, où les gens solidairement se serrent les coudes contre le système pour faire en sorte de pouvoir continuer à travailler à l'échelle locale, d'une manière indépendante, sans être inféodés ni à l'État d'un côté, ni à un patron de l'autre. Alors, nous sommes un programme presque populiste. Est-ce qu'on peut dire que Proudhon est un penseur du populisme? Est-il un penseur du progressiste? Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on entend sur Proudhon. Je sais qu'il a été traité parfois d'anarchiste conservateur, voire de réactionnaire, voire d'obscurantiste pour certains progressistes. Il faut situer encore une fois Proudhon par rapport à ces différentes traditions. Alors, Karl Marx lui-même accusait Proudhon d'être un conservateur petit bourgeois. Proudhon disait « Nous serons tout à la fois hommes de progrès et hommes de conservation, car ce n'est qu'à ce double titre que nous serons des hommes de révolution. » Proudhon n'était ni tout à fait progressiste, ni tout à fait conservateur, il était les deux en même temps. Il était progressiste parce qu'il croyait réellement à une forme de justice sociale, il pensait que le libéralisme était un système injuste, qui creuse les inégalités et qui aboutit à une forme d'esclavage parce que les salariés sont esclaves de leur patron. Mais en même temps, Proudhon était conservateur parce qu'il croyait aux identités locales, il croyait à la vie communautaire, tout simplement. Bien sûr, il y a une place pour l'individu, mais il y a aussi une place pour la communauté. Il croyait à la transmission des héritages, et plus que tout, il croyait à la morale, parce que contrairement aux anarchistes, à la plupart des anarchistes contemporains, tels qu'on les connaît depuis mai 68, Proudhon n'était pas du tout un libertaire. Le terme de libertaire a même été conçu dans le cadre d'une polémique contre Proudhon. Proudhon n'était pas du tout libertaire, il croyait à la morale et il disait nous devons nous passer du carcan bureaucratique de l'État pour qu'enfin nous puissions instaurer un ordre fondé sur la morale. Proudhon croyait en la morale, et c'est parce qu'il croyait en cette morale qu'il voulait s'affranchir du désordre organisé de l'État. Alors, peut-être une dernière question. Quels sont les héritiers et les héritages possibles de Proudhon? Il y en a beaucoup, parce que Proudhon, étant un auteur inclassable, il y a eu beaucoup de proudhoniens très différents, mais il y a trois courants de pensée principaux qui me viennent à l'esprit aujourd'hui. D'abord, il y a le mouvement convivialiste et décroissant, parce que ce mouvement met l'accent sur le retour au local contre le global, contre la mondialisation. Donc ça, c'est profondément proudhonien dans son inspiration. Il y a un deuxième courant de pensée qui me vient à l'esprit, c'est bien sûr celui d'Alain de Benoît, qui, dans le manifeste de la pensée rebelle de l'an 2000, s'était ouvertement référé à Proudhon comme à l'une de ses principales sources d'inspiration. Et puis, il y a Michel Onfray, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, milite depuis de nombreuses années en faveur du proudhonisme et mène un combat acharné aujourd'hui pour faire valoir une nouvelle forme d'alternative politique, économique et morale en France, qui soit fondée sur l'esprit associatif et la lutte citoyenne contre toutes les formes d'oppression par les élites d'en haut. Écoutez, merci cher Thibaut Isabelle. Je rappelle le titre de votre livre, Pierre-Joseph Proudhon, ou l'anarchie sans le désordre, paru aux éditions Autrement. Je vous remercie François Bousquet, nous arrivons à la fin de cette émission. Merci à François Bousquet, merci à Ludovic Maubreuil pour vos éclairages, merci Christophe André Maxime. Chers téléspectateurs, je vous dis à dans 2 mois. En attendant le mois prochain, vous pourrez retrouver notre ami Patrick PL pour une autre émission proposée par la revue Éléments.
Il s'agit de cette année-là, mais moi je vous retrouve dans 2 mois pour le prochain numéro d'Éléments. Merci à vous, au revoir.